Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau CQFR de la semaine. Et comme hier, on se retrouve avec Théophile pour parler un petit peu de l'actualité du basket. En l'occurrence, cette fois-ci, on vous débriefe l'actualité donc du lundi et du mardi. Théophile, comment ça va ce matin? Bah écoute, très bien Benjamin, ravi de te retrouver ce matin. Et bien réveillé parce que normalement, on a des sujets qui sont un peu polémiques, un petit peu, comment dire, il va falloir débattre un petit peu, je pense. Parce que Vas-y. le premier, ça va être un conflit générationnel, un petit peu, j'ai envie de dire. Stephen Curry qui se verrait comme le meilleur meneur de l'histoire. En fait, je pense que je peux te laisser lancer ça parce que c'est toi qui avais le podcast en l'occurrence. Et c'est assez intéressant parce que Stephen Curry pense, lui, être le meilleur meneur de l'histoire, bien sûr avec, la classe qui lui va bien et avec, un petit peu cette humilité quand même. Il l'affirme pas trop de manière provocatrice et heu et voilà, je te laisse, lancer ça. Ouais, bah c'était Stephen Curry, t'es l'invité du podcast de Gilbert Arenas dans lequel il y a souvent pas mal de choses polémiques qui sont dites. C'était tout à la fin de l'interview pour clore les choses. Gilbert Arenas lui demande à Stephen Curry s'il est le meilleur meneur de tous les temps. Donc Curry prend le temps de la réflexion et puis il dit oui, c'est moi, etc. Après, voilà, comme tu le soulignes, il le dit pas de manière forcément agressive, même un peu plus tard sur la fin de l'émission, il dit ouais voilà tu me poses la question, bien forcément je suis obligé de défendre mes couleurs, mais c'est vrai que tout de suite Stephen Curry dit bah de toute façon c'est quoi enfin la discussion c'est quoi, c'est entre Magic et moi non, et Gilbert Arenas dit bah oui c'est ça. Alors Gilbert Arenas a l'air d'être lui plus déterminé à établir et à classer Stephen Curry comme étant le meilleur meneur de tous les temps. Stephen Curry encore une fois il est un petit peu plus sur la défensive et c'est le premier à voilà à souligner l'impact qu'a pu avoir Magic. Mais ce qui est intéressant, en fait, je trouve, c'est que bon, on connaît ces débats-là, c'est toujours, il y a toujours une part forcément de subjectivité. On peut regarder les stats, on peut regarder le palmarès, tout dépend un petit peu de ce qu'on prend en ligne de compte, les époques. C'est des débats un peu sans fond, pas sans fond, pardon, sans fin. Sans fin, c'est un lapsus révélateur. En fait, souvent, je trouve que dans ces débats-là, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la réponse à laquelle on aboutit, mais plus de se poser la question et de voir quels arguments on peut mettre d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que je voudrais souligner en fait celui que je trouvais intéressant de la part de Gilbert Arenas. En fait, Gilbert Arenas, lui, son argument principal de ce qu'on en saisit, c'est qu'il dit bon bah moi, si je vais voir un match de AAU ou un match de jeunes, je vois que des gamins qui veulent jouer comme Stephen Curry. Je vois pas un mec de 6 pieds 9 qui essaie de jouer meneur. En gros, il a l'air de dire que Magic Johnson a eu un moins fort impact sur le jeu que Stephen Curry. Euh, Moi, je pense que c'est vraiment faux, en fait. Ça. Je pense que c'est un peu vraiment de... C'est voir le jeu avec le regard qu'on a aujourd'hui. Et je pense que l'erreur qu'il fait, en fait, c'est de se dire je vois pas de meneur de très grande taille. Alors que moi, je pense que l'un des impacts principaux qu'ont eu Magic Johnson, c'est de faire que des joueurs de grande taille deviennent des playmakers. C'était un peu l'un des arguments de notre MOOC numéro 10 sur les playmakers. Et finalement, moi, quand je vois un mec comme Jokic, quand je vois un Luka Doncic, bah, moi, je vois l'héritage de Magic Johnson là-dedans, en fait. C'est pas forcément dire que c'est des meneurs de jeu, mais c'est des joueurs de grande taille qui finalement se sont dit, bon, bah, et qui sont tombés face à des entraîneurs qui ont réalisé que finalement, bah, ils pouvaient eux aussi être des artisans du jeu. Et après, puis après, je te laisserai parler, bien sûr, Benjamin. Je pense que on est toujours un peu prisonnier, effectivement, de ce qui s'est passé le plus récemment, et on oublie un peu vite ce qui s'est passé par le passé. Voilà, Magic, c'est quand même 3 titres NBA, 5 titres NBA, pardon, 5 titres de champion, Ouais. 3 titres de MVP, il était champion universitaire, il était champion olympique. Et surtout, une des données, moi, qui me marque le plus en plus. Maintenant, on est habitué à voir des joueurs qui jouent 15 ans, qui jouent 20 ans. Magic, il a joué que 12 saisons, quoi. Et ça, quand on regarde un petit peu la carrière de Magic Johnson, en regardant le nombre d'années qu'il a joué et le nombre de saisons, là j'ai parlé des fois où il était champion, il était en finale, il a été en finale d'autres reprises aussi, une fois perdu contre les Celtics, perdu contre les Bulls en 91. Euh, je sais pas si. Alors, faudrait regarder. Bien sûr, si on remonte aux années 60, on va trouver avec la dynastie des Celtics incroyable, des joueurs qui ont eu des palmarès un peu comme ça. Mais ce qui est fou, en fait, c'est ce qu'il a pu faire en 12 saisons, ce qui est très peu aujourd'hui, maintenant, quand on voit la longévité de joueurs comme LeBron, même comme Stephen Curry, qui va entamer sa 15e saison. Voilà, je pense que Magic est quand même dans une classe à part. Il a en tant que meneur de jeu, en tout cas, parce qu'on parle de meneur, hein, là, on est dans ce classement des meneurs. Quand on regarde effectivement encore ses records de passes, de triple-double, et qu'on se rappelle qu'il a joué que 12 saisons,
pour moi, c'est vraiment ça qui fait la particularité de la carrière de Magic. Par contre, voilà, la question, elle est intéressante. Stephen Curry est un des plus grands joueurs de l'histoire. Il terminera peut-être sa carrière qui n'est pas finie devant Magic, c'est pas impossible. Voilà, encore une fois, je trouve la question vraiment intéressante, mais je trouvais que finalement que Gilbert Arenas se trompait un petit peu dans la manière dont il essayait de séparer Stephen Curry de Magic. Ah, je suis d'accord avec toi déjà sur le point où je te rejoins complètement en fait, on voit ça par le biais du présent. C'est-à-dire que maintenant, on a des équipes NBA qui shootent à 3 points massivement. On sait que Stephen Curry a un petit peu emmené cette révolution-là. Mais déjà, enfin, en fait, tout est sursimplifié dans ces débats-là. C'est ça un petit peu le problème. C'est qu'on dit Stephen Curry a révolutionné le jeu. Et c'est vrai que quand on regarde la carrière de Stephen Curry et la moyenne à 3 points NBA, ça monte à peu près en même temps. Et il y a un boom au moment de sa saison MVP. Et en fait, il est là quand ça se produit et c'est lui qui l'incarne cette révolution. Mais il vient aussi des analytics, et il vient aussi d'une révolution naturelle du jeu qui devait arriver à un moment. Stephen Curry ou pas, je pense qu'elle aurait fini par arriver, ne serait-ce qu'à cause des stats. Et pareil, du coup, d'une autre manière, on pourrait aussi sursimplifier Magic Johnson parce que voilà, il a un plus gros palmarès. On pourrait être tenté de dire, bon, bah non, c'est lui le meilleur, il a un titre de plus, il a une plus grosse carrière, etc. Et comme tu dis, justement, c'est très concentré. Bon, après, il a eu de la chance aussi dans l'équipe dans laquelle il est arrivé. Il y avait du beau monde et il était plutôt bien placé. Mais il y a toute cette histoire-là de Magic qui pourrait vite faire un argument de bah, ça va être lui le meilleur meneur. Et en fait, je trouve qu'on a trop souvent tendance à sursimplifier les choses et à mener un truc sur un plateau comme ça en mode ah bah moi je dis c'est Magic, moi je dis c'est Steph. Et en fait, ça tient plus que sur un segment d'une minute dans la fin de podcast de Gilbert Arena. C'est des vrais sujets qui prennent vraiment du temps à débattre. Maintenant, perso, pour mon opinion à moi, j'avoue que intrinsèquement, je pense que Magic Johnson reste le meilleur meneur. Après, évidemment, il a pris sa retraite il y a plus de 30 ans. Enfin, pas exactement, mais vraiment avant qu'il se retire et qu'il fasse une vraie pause. C'était il y a plus de 30 ans quand même. Et je ne l'ai jamais vu jouer en live. Donc, fatalement, j'ai envie de dire que je ne suis pas le spectateur le plus objectif de ce genre de choses. Mais je pense que Stephen Curry a clairement son mot à dire. Et que sur le plan révolution, il y a quand même un débat qui se crée et que je pense que ce serait intéressant de creuser ça peut-être dans un podcast, une lead session, on verra, mais en tout cas dans un format plus long qui permet d'avoir un vrai débat construit sur cette question-là parce qu'elle est intéressante, elle se pose et on est quand même en présence de deux mecs qui ont marqué l'histoire de la NBA, qui étaient des joueurs techniquement, intellectuellement et dans tous les domaines du jeu, juste merveilleux. Ouais, c'est clair. Et puis, finalement, Magic, je pense qu'on oublie un petit peu aussi dans quel état était la NBA avant l'arrivée de Magic Johnson et de Larry Bird. Parce que c'est vraiment leur arrivée conjointe et leur rivalité qui a permis à la NBA de se... bah, peut-être pas de se révolutionner, mais vraiment en tout cas, de changer totalement d'image. La NBA sortait des années 70 qui avaient été marquées par des scandales de drogue, des scandales, différents scandales qui faisaient que la ligue avait du mal à accrocher le grand public en fait. Il y avait une image assez négative autour de cette ligue et avec le talent de Magic et de Larry Bird, encore une fois, hein, c'est vraiment leur confrontation qui ont quand même permis de dynamiser ça, mais Magic a eu une grande part là-dedans. C'est ce qui a permis derrière la révolution de Jordan en 92, la globalisation, ça a commencé. Si tout ça était possible, c'est parce que la NBA était déjà à ce moment-là devenue une ligue majeure forte avec une image positive et qui commençait à venir titiller un petit peu les autres grands sports américains. Voilà, avant Magic et Larry Bird, la NBA était même moins populaire que le tournoi NCAA finalement. Et ça, je pense que cet impact, forcément, avec les années, tu dis, voilà, Magic a pris sa première retraite après avoir déclaré être positif au sida en 91, donc ça remonte. Donc forcément, on oublie ces choses-là. La ligue d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la ligue telle qu'elle était au moment où Magic et Bird arrivaient en NBA. Mais voilà, cet impact-là, il est quand même je pense, irréfutable. Après, voilà, comme tu l'as dit, ce serait vraiment intéressant de creuser là-dessus. La révolution du tir à 3 points, comme tu l'as très bien montré, hein, je pense qu'elle aurait eu lieu, mais c'est vrai que Stephen Curry a joué le rôle de dynamisateur. Hein. Ça a été vraiment voilà, un joueur aussi phénoménal qui arrive à ce moment-là avec ce talent très précis. Je pense qu'il a accéléré les choses et que ça a donné l'ampleur qui est celle qui est aujourd'hui. En tout cas, le débat est intéressant. Encore une fois, je voulais rappeler quand même que voilà, quand Stephen Curry dit ouais, je suis le meilleur meneur de tous les temps, il le fait, voilà, il le fait que pas mal en prenant de la distance malgré tout. Quoi. C'est pas, voilà. Oui, c'est ça, il reste calme.
Et bon, j'ai pas donné la citation complète parce qu'elle est un peu longue, mais il dit: «J'aurais jamais pensé me retrouver au cœur d'une telle discussion. C'est amusant, voilà, j'aime bien ce genre de débat. Mais par contre, voilà quoi, si vous me mettez dans ma propre équipe, bien sûr, je vais défendre mon cas». Comme tu dis, il fallait bien qu'il le dise, quoi. Il allait pas dire, «Je suis moins bon que Magic Johnson, je suis moins bon que Isaiah Thomas» ou je sais pas quoi. Évidemment, lui, il a une haute estime de lui-même. Il joue encore, il pense qu'il peut devenir champion. Donc voilà, il faut aussi comprendre que lui, c'est normal qu'il prêche un peu pour sa paroisse. Donc voilà, sans transition, je propose qu'on parle d'un autre meneur qui était peut-être un peu moins axé sur le 3 points au début de sa carrière, mais qui a fini par progresser là-dessus. Je parle de Lonzo Ball, qui en l'occurrence, voilà, c'est un petit peu le croisement finalement, parce qu'on vient de parler d'un meneur moderne et on vient de parler d'un joueur des Lakers. Voilà, hop, ça combine les deux. Et Lonzo Ball, en l'occurrence, c'était dans le podcast de Trae Young pour sa part. Et il parlait un petit peu du what if de sa blessure. Vous savez, quand en 2021-2022, il s'était blessé au genou la première fois, que les Bulls étaient au top de l'Est et qu'on commençait à penser que cette équipe pourrait faire quelque chose. Lui s'est blessé et à partir de là, tout s'est enrayé. Et on n'a plus revu depuis Lonzo Ball sur les parquets. C'était le 14 janvier 2022. Ça commence à faire un bon moment. Et on n'est même pas sûr qu'il puisse revenir à un moment dans sa carrière sportive parce que son genou est vraiment en fait très, très gênant. Donc voilà, il était là, il a confirmé qu'il ne jouerait pas la saison 2023-2024 et il expliquait qu'il se sentait mal par rapport à l'organisation des Bulls, qu'il se sentait impliqué dans le projet, qu'il trouvait qu'il avait l'équipe parfaite autour de lui, que ça correspondait à sa manière de jouer, que les gens jouaient à sa manière à lui et que la blessure dont il souffre, c'est non seulement donc physique, mais aussi psychologique, parce qu'il avait l'impression d'avoir une vraie opportunité à Chicago, mais qu'il n'a jamais pu explorer cette opportunité à cause de cette blessure. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses toi, quand tu vois le cas Lonzo Ball qui peut plus jouer, qu'est-ce que tu en retires? Ben, moi, ça m'attriste, hein. C'est toujours dramatique de toute façon de voir des carrières qui sont stoppées ou du moins qui sont, comment dire, amputées d'années importantes comme ça pour cause de blessures. Euh, Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Lonzo Ball. Voilà, j'ai toujours bien aimé son jeu. C'est vrai qu'il est stoppé au moment où justement où il prenait son envol. Ce qui est intéressant pour ce qu'il dit là, cette espèce de what if autour des Bulls. Quand les Bulls ont bouclé leur recrutement en faisant venir Zach LaVine et DeMar DeRozan et Lonzo Ball, on en avait parlé plusieurs fois avec Shai et Antoine. C'est vrai qu'on avait on s'était dit, bah, de toute façon, comment dire, le difference maker dans cette équipe, c'est Lonzo Ball, en fait. Si Lonzo Ball poursuit, si sa progression à 3 points euh, est réelle, s'il reste là-dessus et qu'il passe un cap, qui passe un cap dans la constance, c'est vraiment l'élément déterminant de cette équipe, celui qui peut en faire une vraie forte équipe. Parce qu'en fait, très vite, moi, j'avais eu le sentiment que c'était une belle équipe de saison régulière, mais j'avais du mal à voir dans cette équipe des Bulls euh, une équipe capable de vraiment d'aller loin en playoff. Et pour moi, vraiment, l'élément qui pouvait faire basculer la balance, ou du moins changer la direction de l'équipe, c'était Lonzo Ball. Derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont fait une très belle saison régulière. Ils sont sortis vite en playoff. On n'a plus revu Lonzo sur le terrain depuis. Je vois ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire. Je pense qu'effectivement, lui, l'équipe était intéressante. Pour autant, même avec un Lonzo Ball vraiment compétitif, je suis pas sûr que cette équipe avait les armes pour être un contender, en tout cas pour vraiment jouer une finale NBA ou aller jouer le titre. Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Par contre, voilà, ce qui est clair, c'est que l'équipe a plus jamais été la même depuis que Lonzo est sur la touche. Bah, je te suis à 100% en fait. Je pense que le plafond de cette équipe, elle était quand même bah, pas très haut. C'est pas non plus les Bucks. Il manque un petit peu de talent générationnel justement. Et là, pour le coup, la blessure de Lonzo, c'est vrai que ça a laissé un vide à Chicago, mais bon, c'est pas non plus comme si c'était une équipe qui avait gagné un titre par le passé, qui aurait eu une chance de faire un doublé, un three-peat ou je sais pas quoi. C'est une équipe qui a été première de l'Est à un moment et qui n'a pas pu se maintenir à cause de la blessure de Lonzo. Et voilà, c'est pas dramatique pour l'équipe qui était entre guillemets gâchée. Maintenant, sur un plan personnel, c'est vrai que, comme tu dis, je pense que l'évolution des Bulls, c'était vraiment l'évolution de Lonzo. Déjà parce que c'est le seul qui avait un vrai potentiel de progression parmi les titulaires de l'équipe, à part peut-être Patrick Williams, qui était quand même tout jeune à ce moment-là et qui l'est encore d'ailleurs. Mais ça dépendait beaucoup de lui et là, ça les a bien plafonnés quand même que Lonzo soit pas là. Mais surtout, ça, sur le plan personnel, c'est dur parce que même quand un joueur NBA sait qu'il peut pas gagner le titre, il veut gagner des matchs, il veut gagner des séries de playoffs, il veut juste gagner de manière générale.
Et puis voilà, c'est des mecs qui, de manière générale, aiment jouer au basket. Et quand ça se passe bien pour eux, c'est quand même merveilleux. Et comme Lonzo le dit, justement, l'équipe était à peu près construite de manière à ce qu'elle tourne autour de lui. Pas dans le sens où ça va être le franchise player, le go-to guy, etc. Mais dans le sens où, tactiquement parlant, ça a du sens quand tu mets Lonzo Ball au centre. Donc, naturellement, pour un joueur de basket, c'est une expérience qui est merveilleuse. Donc, c'est vrai que c'est triste que tout ça, enfin, que cette blessure-là ait stoppé tout ça. Et que sur le plan personnel, ça doit être dur de s'endormir la nuit en pensant que bah, ça fait 1 an et demi que tu n'as pas joué au basket et qu'en plus, tu as laissé ça derrière toi, sachant que tu pourras jamais vraiment aller voir le potentiel de cette équipe-là et que tu pourras jamais savoir ce que ça fait d'être à la tête de cette équipe-là, quoi. Mais bon, maintenant, il y a quand même un truc qui m'intéresse dans cet épisode, c'est qu'à un moment, il dit que les Bulls ont un plan, que là, ils suivent le plan, et j'imagine que ça implique un retour de Lonzo Ball. Il était quand même assez optimiste, et il faut pour revenir de ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que c'est un peu la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air d'être optimiste par rapport à un retour, et qu'il se projette toujours avec les Bulls. Donc tout n'est pas perdu, et peut-être que un jour, Lonzo Ball pourra faire de grandes choses avec les Bulls, je ne sais pas. Ouais, bah, j'espère qu'en en tout cas qu'on pourra le revoir sur un terrain déjà tout simplement. C'est vrai que bon, c'est un joueur qui en fait, il était au centre du projet des Bulls défensivement et offensivement. En fait, c'était vraiment lui qui permettait de faire monter la pression défensive avec Caruso. Par exemple, lui et Caruso, c'était un petit peu les capitaines de défense de cette équipe parce qu'autour, il y a quand même Demar DeRozan, Zach LaVine. Nikola Vucevic, c'est pas des voilà, on sait que c'est pas des foudres de guerre en défense. Finalement, la défense de Chicago tenait plutôt la baraque grâce. Enfin, Lonzo Ball était une des grandes raisons pour lesquelles elle tenait la baraque. Et derrière, bah, c'était lui vraiment la plaque tournante du jeu offensif de Chicago. Ces éléments-là, ça sera intéressant de voir. Alors, encore une fois, j'espère qu'on le reverra sur le terrain. Je pense que sa vision de jeu, son sens du jeu, même potentiellement son adresse à 3 points, ça peut revenir. La grande question, ça sera quand même de voir autour de ses qualités défensives parce que c'est vraiment une des choses qui faisait la particularité de ce joueur. Voilà, on sait à quel point c'est dur de revenir. Alors, il est plus jeune que Klay Thompson, hein, on est d'accord, mais quand on voit Klay Thompson jouer aujourd'hui, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est quand même sur le point de vue défensif. Il a plus la capacité d'être le stopper qu'il était par le passé. Voilà, bah, j'espère dans tous les cas qu'on le retrouvera sur un terrain. Je pense qu'il a assez d'intelligence et de talent pour pouvoir trouver une manière d'être efficace malgré tout s'il peut reprendre la compétition tout simplement. Mais ça va être c'est vrai que c'est toujours dur quoi sur des voilà de voir des mecs qui sont obligés de mettre leur carrière entre parenthèses. C'est bon, on sait hein, c'est la loi du sport, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, je trouve. Je suis tout à fait d'accord, et puis surtout quand ça arrive aussi jeune, 24 ans, voilà, c'était quand même pas l'âge auquel ça arrive d'habitude. Donc bon, Lonzo Ball, c'est un cas un petit peu dont on discutera, je pense, longtemps, parce que voilà, c'est assez tragique quand même comme déroulement de carrière. Maintenant, dans ce qui se passe positivement, et pour aborder un petit peu le dernier thème de ce podcast, on voulait parler d'Anthony Edwards, du coup, qui est en train de s'imposer un petit peu comme le leader de Team USA, et ce qui va bien parce que il est vraiment en train de passer un cap. Il vient de signer une extension au max avec les Wolves, il vient de jouer son premier All-Star Game la saison dernière, et là maintenant il arrive avec Team USA, et c'est the guy. En fait, là, les États-Unis viennent de finir la sélection, enfin la préparation avant le mondial. Ils ont fini sur 5 victoires et 0 défaites, ce qui est plutôt pas mal normalement. Et ils ont terminé avec un match face à l'Allemagne qui était assez intense, qui était relevé. À un moment, ils s'étaient menés de 16 points dans le troisième quart-temps. Et en fait, avec Anthony Edwards principalement, qui s'est imposé vraiment comme la star de cette équipe, ils ont réussi à remonter et à gagner ce match contre l'Allemagne 99-91 de manière assez spectaculaire, avec 34 points d'Edwards, ce qui en FIBA et encore plus en préparation est assez rare quand même, avec un poster mémorable sur Daniel Theis, sans rater le moindre lancer franc. Et après, bah, Steve Kerr sort de là et dit bah, c'est lui le gars. Vous pouvez voir que lui, il le sait, le reste de l'équipe, il le sait. Donc, c'est vraiment le leader de cette équipe. Qu'est-ce que tout ça, ça t'inspire? Bah oui, t'as raison de souligner les 34 points dans le contexte FIBA, d'autant que sur le dernier championnat d'Europe, l'Allemagne avait été impressionnante par sa défense. C'était vraiment la plus belle défense, je pense, de tout le championnat d'Europe l'an dernier. Euh, Ce qui est intéressant en fait avec ces rendez-vous de Team USA, c'est que parfois c'est vraiment des moments où des joueurs passent des caps. Je me rappelle notamment que Dwayne Wade pardon, avait expliqué que c'était vraiment voilà, en étant avec Team USA, notamment au contact de Kobe, qu'il avait réalisé que bah, finalement ses habitudes de travail n'étaient pas suffisamment élevées et qu'il avait vraiment changé sa manière de s'entraîner et que ça lui avait permis de passer un cap. Il y a d'autres joueurs aussi qui simplement le fait de se confronter au jour le jour avec les meilleurs de leur génération, eh ben, il y a des hiérarchies qui s'établissent. Et Edwards, pardon, on avait déjà le sentiment qu'il avait passé un cap lors des derniers playoffs.
sa saison dernière avait été plutôt bonne, mais durant les derniers playoffs, on avait vraiment eu le sentiment voilà, qu'il était en train de mettre la main sur cette équipe et voilà, de faire en sorte que les gens commencent à regarder différemment. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuité de tout ça, quand on entend ce que dit Steve Kerr, quand on voit ce qu'il peut faire sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de devenir le joueur qu'on imaginait qu'il pourrait devenir. C'était aussi, alors ça peut être anecdotique, mais ça l'est pas tant que ça. J'ai vu que LeBron avait vu le match regardé manifestement le match contre l'Allemagne et qu'il avait tweeté un petit truc du genre Ant-Man avec un espèce d'emoji glacé pour dire ce mec est he's cold, quoi. Il est décisif, c'est un tueur. Tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça a quand même une valeur en fait dans la manière dont psychologiquement on sait que Anthony Edwards a jamais eu des problèmes de confiance en lui, mais ça, voilà, ce type de performance, l'air de rien, c'est des choses qui souvent une fois se transmettent de compétition FIBA jusque dans la saison NBA qui suit derrière. Donc je pense que c'est vraiment intéressant ce qui se passe autour d'Anthony Edwards et de Team USA. Dans les tweets que j'appréciais, il y avait Kevin Garnett aussi, du coup, il y avait un petit peu ce côté héritage des Wolves, et cetera, qui disait qu'il était dans la conversation pour être le top dog. Donc là, pour le coup, c'est pareil, je pense que tu as raison, c'est pas tout à fait anecdotique, en fait, ça le semble, mais en réalité, c'est que notre vision, quand on voit ces 34 points et qu'on dit: «C'est en train de devenir le leader», elle est aussi partagée par les mecs qui connaissent vraiment la NBA de l'intérieur. Et voilà, Steve Kerr, il dit tout ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est en train de faire ce gros bond en avant que font plusieurs joueurs avec Team USA et que le mec, il est comme ça aussi à l'entraînement, que lui, quand il va dans le gymnase, il a l'impression d'être le meilleur joueur et qu'il agit en conséquence. Et c'est vrai que ça booste des carrières, tout simplement. Et là, il est à 19,2 points de moyenne sur la préparation. Je pense qu'il peut nous faire un très, très gros mondial et que vu comment c'est parti, il sera vraiment le go-to guy de Team USA sur toute la compétition. Et si jamais il ressort de là avec une bonne médaille, pour les États-Unis, bonne médaille, généralement, c'est l'or ou rien. Mais admettons que les États-Unis aillent chercher l'or, je pense qu'il va en retirer beaucoup de crédit dans son image et que lui va vraiment prendre confiance et que son statut va monter d'un cran, en fait. Parce que s'il gagne la médaille d'or, on dira, bah, l'équipe de Team USA d'Anthony Edwards, parce que c'est lui le go-to guy, a ramené l'or. Et cette équipe-là, elle était censée être pas folle, et cetera. Mais grâce je sais pas, aux 40 points de ce mec en finale, je fabule complètement, mais admettons, ou grâce à sa moyenne de scoring sur la compétition, grâce à son tempérament, nanana, et bah, ils sont allés chercher l'or quand même. Et je pense que ça, dans sa legacy, ça peut être un bon début pour vraiment commencer à construire quelque chose de concret qui dépasse simplement le cadre de j'ai été All-Star et je suis un jeune talentueux. Et là où il passe vraiment dans une catégorie supérieure de en fait, je suis un joueur qu'il faut attendre comme un joueur majeur de cette génération-là. Et donc, c'est super intéressant ce qui se passe du côté de Team USA et c'est clairement à surveiller. Ouais, ouais, mais t'as raison. De toute façon, pour Team USA, c'est l'or sinon rien. C'est l'objectif, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour Anthony Edwards, c'est qu'il arrive aussi à un moment où Team USA a compris depuis longtemps maintenant que les compétitions internationales ne se gagnaient pas sur le papier, que même des défaites, que ce soit en poule ou en cours de championnat, c'était pas forcément si grave que ça, mais qu'il fallait, voilà, il fallait rester concentré et que ça se jouait jusqu'au bout une compétition. Donc ça va être intéressant, je trouve, de voir finalement cette équipe Team USA, comme tu disais. On disait ouais, elle est pas folle. De toute façon, dès que les Américains envoient pas leur liste le A, on a l'impression que c'est des équipes qui sont pas forcément terribles ou qui vont avoir du mal. Ça veut pas dire que tout sera gagné pour l'équipe américaine, loin de là. Par contre, voilà, le travail de préparation est essentiel et c'est important aussi. Dans une hiérarchie d'équipe sur des compétitions internationales, qui est une hiérarchie qui puisse s'établir au sein de l'équipe pour que l'équipe puisse savoir vers qui se tourner, comme tu le disais, si c'est un match serré, s'il y a besoin d'une action d'éclat. Là, je pense que la hiérarchie est claire du côté de Team USA. Ce qui fera la différence, de toute façon, Anthony Edwards ne pourra pas faire la différence tout seul. C'est le jeu que Steve Kerr et son staff auront pu faire développer à l'équipe. En tout cas, on en parlait hier, mais cette Coupe du Monde, elle va vraiment être hyper intéressante parce que je la trouve malgré tout vraiment très ouverte, avec plusieurs équipes qui ont raison d'être ambitieuses et de vouloir viser l'or. Donc ça va vraiment être intéressant à suivre. Je le dis tous les jours, mais j'ai hâte qu'on y soit en fait. On a hâte, effectivement, c'est bientôt, c'est vendredi que ça commence. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a quand même une belle compétition. Même Team USA, voilà, beaucoup de gens en parlaient d'une équipe vraiment pas ouf par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Moi, personnellement, je suis assez convaincu parce que pour l'instant, elle propose en préparation. Même l'effectif me séduit pas mal finalement. Austin Reeves, ça marche bien. Tyrese Haliburton joue super bien.
Jaren Jackson Jr. est le pilier de la défense. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir là-dedans, au-delà d'Anthony Edwards. Donc comme tu dis, ça va être une Coupe du Monde à suivre. En tout cas, on va sans doute en reparler dans les jours qui viennent de cette Coupe du Monde. On vous donne rendez-vous à vous pour les prochains CQFR sur les autres journées. Jeudi, donc pour le podcast qu'on a un petit peu décalé pour ceux qui ont remarqué évidemment. Et ce soir, mardi, pour la late session, qu'on fera comme tous les mardis sur Twitch à partir de 23h. Donc voilà, n'hésitez pas à venir passer une tête, à faire un petit coucou. Et du coup, on se revoit ce soir ou demain. À très bientôt. Ciao à tous.